Bonjour à tous, je suis Patrick Haas, le directeur du journal En toute sécurité, qui est aussi un cabinet d'études spécialisé sur les différents domaines de la sécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse tout le monde, des catégories très différentes de personnes, les particuliers, le grand public, les professionnels de la sécurité et puis même des militaires. Donc vous l'avez compris, c'est des drones dont il s'agit. Des drones qui ont fait couler beaucoup d'encre depuis une année, même plus. Mais il faut dire ici, on va regarder différents aspects du marché des drones, la taille des drones, la taille du marché des drones, ses différentes applications, et notamment pour tout ce qui est sécurité. On va parler aussi bien sûr de technologie, des différents segments de marché, des perspectives, et puis aussi peut-être, si on a le temps, des entreprises. Quelles sont ces entreprises qui fabriquent ces drones? Alors pour parler de ce vaste sujet, nous avons 4 spécialistes autour de cette table. Le capitaine Philippe Mollet de la gendarmerie du transport aérien, qui est le commandant de la division qui s'occupe justement des atteintes à la sécurité aérienne. Nous avons Madame Anne-Marie Haute, qui est présidente de Pilgrim Technologies, qui est une société d'inspection industrielle et qui a conçu des drones. Nous avons Rodolphe Jobard, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Le drone, la nouvelle édition. Et nous avons Stéphane Morelli, qui est le dirigeant de la société Azure Drone, mais qui est aussi, surtout aujourd'hui, dans cette table ronde, le président de la Fédération professionnelle du drone civil. Donc je me tourne vers vous et je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu comment vous voyez le marché du drone aujourd'hui, puisqu'il y a des chiffres farfelus qui ont circulé. Mais si vous pouviez nous parler d'une fameuse étude qui a été conçue par nous en toute sécurité avec la collaboration de la Fédération du drone civil. Oui, alors, faire des études sur le marché des drones, sur un marché qui est quand même naissant et très évolutif, à la base, c'est assez complexe. Bon, pour autant, quand on regarde les tendances, la situation actuelle et les tendances, on regarde déjà un nombre important de toutes petites structures, globalement à peu près 70% d'auto-entrepreneurs dans les sociétés qui sont aujourd'hui déclarées à la Direction générale de l'aviation civile, à peu près 25% de très petites entreprises et puis 5% de sociétés qui sont des PME en cours de structuration. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident de sortir des tendances, des chiffres, sur un tel morcellement. Pour autant, tout ce qu'on a pu faire avec En toute sécurité montre qu'en y prenant le temps nécessaire, on arrive à voir un marché qui aujourd'hui en chiffre d'affaires va produire quelques dizaines de millions d'euros, probablement une centaine à peu près, 100 millions d'euros pour cette année 2015, oui. Et que la progression de ce marché, elle n'est pas exponentielle, elle est linéaire et elle correspond en fait à un mode de progression industrielle, c'est-à-dire le temps que ces sociétés se structurent, que les usages soient bien maîtrisés, que les personnels soient recrutés. Et finalement, ça donne des croissances effectivement à 2 chiffres, mais un peu loin de ce qu'on a pu voir dans certaines études qui étaient, à mon sens, un peu déraisonnables en la matière. Oui, nous, on a estimé que le marché allait progresser d'en gros 80% et avec une taille qui va commencer à être significative à partir de 2017, quand les besoins seront vraiment définis et puis que le chiffre d'affaires, les commandes vont arriver. Oui. Les grands donneurs d'ordre vont arriver avec des commandes sur le marché à partir de cette date-là, non? Oui, alors il y a 2 facteurs qui vont faire augmenter effectivement de manière assez significative la taille du marché. C'est la commande, entre guillemets, publique et de nos grands donneurs d'ordre en France, qui a commencé. Il y a un certain nombre d'appels d'offres en cours, il y a des marchés qui commencent à être attribués. Et puis il y a l'export. On peut citer la SNCF, par exemple. On peut citer la SNCF. Je pense que du côté de la gendarmerie, les choses seront également abordées. Les grands donneurs d'ordre de l'énergie, comme GRT Gaz, RTE, se sont lancés
dans des démarches, dans un premier temps relativement simples, d'inspection de leurs infrastructures, attribuées à des prestataires et dont finalement la procédure contractuelle a été initiée en cette année 2015. Et le deuxième point, c'est un point sur lequel on reviendra probablement, c'est les perspectives à l'export, parce que la filière française a de nombreux atouts à faire valoir. Du fait de notre avance réglementaire, on a cet écosystème qui s'est développé et on a tout à fait intérêt à le faire valoir à l'étranger, dans des pays, dans des continents où il y a des besoins énormes et pour l'instant, entre guillemets, le terrain est vierge. Tout à fait. Alors, on va en parler bien sûr tout à l'heure. On va parler aussi de la réglementation qui a été très pionnière en France, mais qui là est un petit peu en stand-by puisqu'il s'est passé des tas de choses. Et vous allez nous expliquer tout à l'heure effectivement ce que vous souhaitez. Je me tourne vers vous, capitaine Philippe Mollet. D'abord, quel est le rôle exact de votre division et peut-être vous pouvez nous expliquer comment vous voyez le marché. Alors, dès 2013, nous avons compris l'intérêt de la troisième dimension et d'avoir un œil sur notre spécialité qui, au départ, sont les accidents aériens majeurs. Donc, on s'est aperçu que grâce à cet outil, qui est complémentaire de nos hélicoptères, qui ne fait pas du tout la même chose, bien entendu, on avait donc pu obtenir des informations vraiment intéressantes sur les accidents aériens, dans un premier temps. La gendarmerie a assez rapidement compris l'intérêt des drones, donc ça fait 2 ans qu'on mène ce qu'on appelle des évaluations technico-opérationnelles, aussi bien en police judiciaire, c'est-à-dire sur les faits avérés, des homicides, des incendies, où on a eu un retour d'expérience très intéressant avec un taux de réussite qu'on ne s'attendait pas à avoir, et puis ensuite de l'ordre public, qui s'est transformé d'ailleurs en application depuis, puisque nous avons été sur l'évacuation de Sivins, où les drones ont permis de raccourcir le temps d'intervention des forces mobiles de près de 60% du temps. Là, nous revenons d'Eurotunnel, où nous avons assisté nos camarades à la sécurisation, et on a pu voir qu'avec un drone opératif qui surveille une zone et des drones tactiques qui permettent d'aller voir au plus près après l'adversaire, je vais le nommer comme ça. Vous parlez des migrants. Voilà, oui. Mais en termes, nous, on nous demande de tenir un point, nous sommes des militaires, donc on y met les moyens. Donc il y avait un drone dit opératif, c'est-à-dire celui qui surveille la zone. Et puis dès qu'on détectait quelque chose, on envoyait des drones tactiques qui vont plus vite, qui vont au-delà, qui dépassent l'adversaire, qui permettent de savoir tout ce qu'on a besoin de savoir pour essayer de soit empêcher des pénétrations, soit interpeller les personnes. Et vous pouvez nous dire combien vous avez de drones dans votre flotte? Alors, initialement, on avait 2, puis 3, et maintenant on a une dizaine de drones, tout simplement parce que la justice nous a octroyé la rétroattribution de tous les drones que nous avons saisis dans les survols parisiens, donc ce qui a augmenté notre flotte, oui. Qui sert d'ailleurs, donc une grande partie de la flotte va partir donc à Cazaux sur la base aérienne, où le groupe d'instruction des forces aériennes gendarmerie va être chargé de former en 2 ans 250 pilotes de drones au sein de la gendarmerie. C'est donc une armée de drones qui va arriver, on peut parler comme ça, puisqu'il va y en avoir à peu près entre 150 et 200 répartis sur le territoire, avec certaines spécificités pour certaines unités. Très bien, merci. Anne-Marie Haute, est-ce que vous pouvez nous parler de la technologie? Est-ce que la technologie des drones est mature aujourd'hui? Alors, on a atteint un certain point, on va dire, qui nous permet de dire que maintenant nos machines sont professionnelles. C'est-à-dire qu'on va avoir énormément amélioré tout ce qui tient à la fiabilité, à l'autonomie, pour rendre les machines réellement efficaces sur le terrain. On n'est qu'au début. Clairement, il va falloir que maintenant on s'intéresse à mettre de l'intelligence dans les drones. Donc il y a beaucoup de chercheurs qui se sont emparés de cette réflexion-là, à commencer par l'ONERA, pour essayer de rendre ces machines déjà collaboratives. C'est important qu'elles soient capables de communiquer également avec les autres utilisateurs de l'espace aérien et qu'elles soient capables d'éviter, par exemple, les obstacles. Très bien. Mais on peut imaginer, on va en parler peut-être tout à l'heure, des perspectives, des mutations que les drones vont avoir dans les prochaines années, mais un peu plus tard. Rodolphe Jobard, comment vous voyez l'utilisation des drones aujourd'hui entre les drones de loisirs qui semblent vraiment devenus très populaires, hein, et puis les drones professionnels qui sont un marché, on l'a vu, qui est émergent, mais qui est loin de la maturité. C'est vrai que le marché du drone en général, ça reste un marché du drone de loisirs.
Si on voit en raison en termes de quantité, en chiffre d'affaires à la vente, c'est des centaines de milliers d'unités dans les drones de loisirs. Et on voit Alors que pour les drones professionnels, c'est en c'est quelques milliers. Quelques oui. milliers. Donc on est d'un facteur de 1 à 100. Oui. Et ce qui est intéressant à voir, c'est aussi finalement le niveau de technologie qui évolue très vite également dans les drones de loisirs en termes de performance. Et en termes de financement également, on voit quelques sociétés très concentrées. On a le Parrot français, on a DJI en Chine, qui arrivent à vraiment drainer des grosses fortunes, qui arrivent à drainer des fonds pour faire des efforts de recherche et développement. Donc concrètement, les drones de loisirs, c'est des centaines de milliers d'unités. Ça donne aussi envie à des télépilotes en herbe de peut-être vouloir se lancer dans les drones professionnels. Effectivement, il y a tout un vivier de futurs télépilotes Oui. dans ce domaine-là. On peut dire qu'il y a des correspondances entre les drones de loisirs et les drones professionnels, quelque part, et c'est symbolisé d'ailleurs par la stratégie de Parrot qui est dans les deux domaines, mais en revanche, il n'y a pas vraiment de correspondance avec les drones militaires, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que on voit les mêmes technologies à un moindre degré. Par exemple, le FPV qui permet de voir à distance, comme caméra déportée. Ce sont des technologies que les militaires avaient adoptées depuis très longtemps et qu'on voit maintenant sur des petits drones Ils sont civils. dégradés, Voilà, pour dégradés des pour quelques applications centaines civiles. d'euros, quoi. Oui, oui, oui. Et alors, Stéphane Morelli, vous pouvez nous dire un petit peu quel est comment se répartissent un petit peu les acteurs du marché? Vous avez dit qu'il y avait une pléthore de start-up ou même pas d'auto-entrepreneurs. Comment vous voyez ces entreprises et leur avenir? Il y a quelques grands noms qui surgissent, par exemple Parrot, qui est effectivement coté en bourse, qui ne fait pas que ça, mais qui vient d'annoncer par exemple une augmentation de capital de 200 à 300 millions d'euros dans les domaines des drones. C'est une opération énorme, mais ça signifie bien que le marché va se développer et qu'il y a des besoins en financement. Bien sûr. Alors effectivement, ce que beaucoup d'acteurs attendent, que ce soit ceux qui opèrent dans ce marché, ceux qui construisent ou les donneurs d'ordre, c'est la structuration. La structuration dans la mesure où pour satisfaire, s'agissant du marché professionnel, le niveau d'exigence en termes de sécurité et de performance nécessaire pour des inspections, pour des actions très qualitatives, ce niveau, il est accessible à des acteurs qui ont les moyens nécessaires, les moyens humains, les moyens techniques et les moyens financiers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un certain nombre de sociétés qui sont dans ce marché font tout pour acquérir ces moyens. Il restera malgré tout, au bout de quelques années, à mon sens, deux catégories de sociétés. Toujours en restant, à mon avis, dans le domaine de la PME, je parle pour les opérateurs, des sociétés qui ont fait les efforts nécessaires, qui ont les fonds pour travailler dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les transports et l'énergie, par exemple, et qui sont déployés sur le plan national, voire international. Et puis, un certain nombre d'acteurs très locaux qui vont faire une partie de la chaîne de valeur du drone, c'est-à-dire peut-être juste prendre des images, et qui vont rayonner sur un centre de quelques dizaines de kilomètres, et plutôt qui vont rester sur un statut d'artisan. Alors ça, c'est la photographie après peut-être une transformation qui est en cours et qui va être dirigée par les grands acteurs du domaine qui, eux, vont apporter du financement dans cette filière. Oui, on voit effectivement qu'il y a déjà des fusions entre différents opérateurs ou des rachats par des grands opérateurs. Redbird, par exemple, enfin pour ne citer que lui, etc. Et alors, comment se portent ces entreprises? Est-ce qu'elles ont la taille non, elles n'ont pas encore la taille nécessaire, mais ce sont des sociétés qui sont en bonne santé, qui sont à la recherche de financement, parce que c'est vital pour elles? Je crois que la recherche de financement, elle est effectivement vitale, et il ne faut pas non plus se cacher le fait que les seuils de rentabilité ne sont pour l'instant pas atteints. Parfois, ils le sont, mais dans la plupart des cas, ils ne le sont pas. Oui. Ce qui veut dire que celui qui travaille dans les drones aujourd'hui parie sur l'avenir. Il parie sur l'avenir, il parie sur
l'évolution du volume de la demande, de la structuration de la demande, commande publique, internationale, les grands donneurs d'ordre. Et puis, il parie sur le fait qu'à un moment, eu égard au fait qu'on va lui demander des moyens supplémentaires, il pourra bénéficier de financement. Et puis, il faut bien aussi regarder, au-delà des moyens techniques et financiers, les aspects humains sur lesquels il y a des métiers qui se créent. Et aujourd'hui, les gens plutôt arrivent dans ce marché en tant qu'auto-entrepreneurs. Bientôt, on fera plutôt appel à des salariés, puisque les sociétés qui auront atteint le niveau suffisant pourront recruter et amorcer une filière vertueuse en termes de ressources humaines. Alors il y a un point qui est essentiel pour le développement harmonieux de cette industrie, c'est la réglementation. Alors la GTA est un peu à l'origine aussi de cette réglementation avec la DGAC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement quelles sont les problématiques en matière de réglementation et peut-être on peut expliquer de façon succincte que la France a été pionnière en matière de réglementation, en matière de drones, mais que peut-être maintenant il faudrait arriver à une étape suivante. Oui, bon, la France a le mérite d'avoir mis en place la première réglementation européenne qui était à la fois complète, qui essaie de tenir compte des machines existantes. On voit très bien qu'elles évoluent, toutes les machines, ainsi que surtout les systèmes embarqués et l'intelligence de ces machines. Donc très clairement, plein de pays européens ont copié sur la France et on peut penser que le mouvement va suivre. C'est-à-dire que si notre législation évolue, voilà. Nous avons, constaté que bien qu'on ait une législation, notre service est chargé de lutter contre justement les dérives et les infractions à cette réglementation qui soit n'est pas connue. Donc c'est un vrai problème de diffusion de la réglementation, oui, de pédagogie, notamment par les professionnels qui vendent les drones, que ce soit des revendeurs ou quoi que ce soit, à qui on essaie d'expliquer qu'il faut mettre la réglementation. Et on a demandé aussi à la DGAC de sortir des fiches plus compréhensibles de cette réglementation pour qu'elle soit donnée systématiquement à un acheteur de drones, qu'il soit le plus souvent, ce sont des amateurs qui se lancent là-dedans, comme l'expliquait très bien monsieur. Surtout quand on sait que l'enjeu, c'est la saisie de la machine et puis des infractions, des condamnations qui vont de 8 000 à 75 000 euros. Donc le jeu n'en vaut pas la chandelle pour ceux qui ne voudraient pas se mettre dans les clous au niveau de la réglementation. Alors effectivement, je pense que la réglementation va changer, mais ça, je pense que la fédération pourra en parler parce qu'elle fait partie de la réflexion. Nous, on est plutôt ceux qui font appliquer la loi. Donc on nous demande un peu notre avis parce que, bien entendu, on sait comment ça se passe sur le terrain et surtout les difficultés qu'on a à tracer les drones. Donc on sera sans surprise, je pense qu'on va avoir que des drones vont être obligés d'être tracés, on va dire. Puisque en plus les événements actuels permettent de penser qu'on a besoin de savoir qui fait quoi. Voilà. Donc c'est très important. On voit que la réglementation est essentielle. Par exemple, les États-Unis, qui étaient très en retard dans ce domaine-là, sont en train de rattraper leur retard. Et on peut imaginer qu'il va y avoir un développement exponentiel du marché du drone aux États-Unis et avec tous les points forts qu'ils ont, le financement, la techno, etc. Donc vous estimez, Stéphane Morelli, qu'il y a des lacunes aujourd'hui dans cette réglementation. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, par exemple ? Oui, on va peut-être revenir sur le fait que c'est bien la réglementation qui a fait le marché en France, oui, parce qu'elle a été bien conçue. Elle a été conçue en élaborant des scénarios qui correspondent à des véritables situations d'emploi, donc des situations commerciales, où on peut, en tant qu'entrepreneur, gagner sa vie. À partir de là, et au bout de ces 3 ans d'expérience de la réglementation, on constate qu'au quotidien, ça reste quand même compliqué d'obtenir un certain nombre d'autorisations parce que les procédures sont encore assez lourdes, procédures administratives, que du fait de l'absence d'accidents graves en 3 ans, on peut alléger certaines contraintes sur le plan des distances, des altitudes et des périmètres de sécurité. Et puis aussi que le niveau de formation de nos télépilotes a besoin d'être plus encadré parce que dans le premier jet de cette réglementation, on avait, entre guillemets, fait le strict minimum. Donc sur ces 3 points, simplification administrative, extension des scénarios, et puis formation, on attend 3 arrêtés. 1 arrêté, 2 arrêtés, 3 arrêtés. 3 arrêtés, 2 arrêtés, 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 3
On nous dit qu'il devrait arriver début 2016 et c'est effectivement urgent qu'on voit la publication de ces arrêtés par la Direction générale de l'aviation civile parce que pour garder ce temps d'avance modeste qu'on a au niveau mondial avec notre marché français, on est obligé de s'appuyer sur le fait réglementaire et c'est bien grâce à ce fait réglementaire qu'on pourra aller le proposer, entre guillemets, en package, avec des solutions toutes faites et une réglementation adaptée qui pourra être une copie de la réglementation française dans d'autres pays à l'export. Alors, il y a aussi un frein, si je puis dire, au développement des drones, c'est que les drones sont incivils et qu'ils se baladent un peu partout. On l'a vu cette année avec le survol de drones au-dessus de centrales nucléaires et de sites extrêmement sensibles. Alors, Rodolphe Jobard, est-ce qu'il y a des moyens maintenant de détecter les drones ou de les neutraliser? Alors c'est vrai qu'on est au salon Millipol et je suis vraiment étonné du nombre de stands qui proposent des solutions, alors qui marchent ou qui ne marchent pas, en tout cas qui proposent des solutions dont la plupart en fait consistent à essayer de détecter le drone avec un certain nombre de capteurs, alors acoustiques, visuels ou radars, où certains se proposent simplement de prendre des preuves d'un passage d'un drone de façon très simple. Certains vont même jusqu'à essayer de les neutraliser, donc par des moyens très puissants, du style des lasers, et également des filets, vous voyez, des filets projetés comme un peu au temps des gladiateurs. Voilà, par donc, un autre drone, un filet porté par un drone, j'ai vu ça. J'ai vu ça, donc porté par un drone, ou alors projeté via une sorte de pistolet à air comprimé qui lance un filet. Et c'était destiné à l'origine, cet appareil, à la capture de petits animaux, vous voyez, par des fourrières. Donc une autre utilisation. La créativité est grande dans ce secteur. Absolument. Donc voilà, toute une industrie qui se met de l'anti-drone. Alors, quel que soit le cadre législatif, réglementaire, on ne sera jamais à l'abri effectivement d'actes malveillants qui passeront outre toutes les barrières. Et c'est là, effectivement, où il y a peut-être nécessité pour certains acteurs de se protéger. Oui. Alors, comme vous l'avez dit, on est à Millipol et ce qui serait bien, c'est que on se rende compte effectivement de l'impact de la sécurité dans le domaine des drones. C'est-à-dire que le marché de la sécurité est composé de sécurité électronique, de gardiennage, et quelles pourraient être les applications pour la sécurité des drones? Comment vous voyez ça? Disons que ça peut venir en complément de moyens déjà existants, Oui. qui sont classiques, les caméras au sol de télévision, les caméras de CCTV. Ça peut venir en complément des moyens humains également, de vigile, par exemple pour une levée de doute. Sinon, les applications classiques de reconnaissance, de surveillance. Mais c'est vrai que les drones ont quand même une autonomie relativement réduite, Oui. qui sont de l'ordre de quelques dizaines de minutes. Donc ça peut venir qu'en complément, mais pas en remplacement de moyens déjà existants. Très bien. Alors, il faut peut-être dire, puisqu'on est ici à Millipol, quelle est l'importance du marché de la surveillance dans le domaine des drones? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout la première application, Stéphane Morelli. La première application, c'est les prises de vue aériennes pour les médias. Oui. Hein. Mais ça risque de changer. Oui, parce que en tant qu'entrepreneur, nous regardons les domaines dans lesquels l'outil drone peut s'adapter et dans lesquels, bien sûr, il y a un potentiel de marché. Et sur la sécurité, et les événements actuels ne nous démentiront pas, on sent bien qu'à la fois, il y a un intérêt redoublé sur la sécurité en général et sur tout ce que peuvent apporter les drones à ce secteur. Pour autant, aujourd'hui, la part des drones dans ce secteur de la sécurité intérieure, Oui, privée, sécurité civile. reste mineure. Oui. puisque- On l'a estimé, je crois, à 8% Oui, aujourd'hui. en tout cas, c'est en dessous de 10%. Parce qu'il y a un mélange des métiers qui n'est pas forcément évident à faire entre les experts de la sécurité et les experts des drones. Oui. C'est ce que nous essayons de créer dans le cadre d'un partenariat avec le syndicat national des entreprises de sécurité. Et puis, il y a aussi des contraintes réglementaires, notamment l'interdiction de voler de nuit, qui, dans le cas qui est précisé ici en termes d'application, pose problème, Oui. et sur lesquels il va falloir obtenir dans un premier temps des dérogations, puis à un moment des autorisations permanentes pour certaines sociétés, dans certaines situations, de voler de nuit, puisque c'est bien là où le drone apporte une plus-value
par rapport aux moyens traditionnels. Oui, on peut dire, d'après notre étude, là, que les applications de sécurité, de surveillance au sens large, seront probablement la première application d'ici 5-6 ans, en gros. Parce que c'est des gros chiffres d'affaires pour les applications de drones de surveillance. Oui, pour peu que les évolutions réglementaires nous le permettent, il y a un potentiel qui probablement placerait la sécurité comme secteur majoritaire pour le marché des drones civils à l'échéance 2020. Oui. Alors, capitaine Mollet, on a vu des drones survoler, je ne sais pas, Saint-Denis, par exemple, lors d'interventions d'unités antiterroristes. Est-ce que les drones peuvent avoir un rôle actif dans ce type d'opération? Alors, actif, non. J'entends par là qu'on ne peut pas avoir de drone armé. Oui. Voilà, le drone reste un outil de... c'est le troisième œil, j'allais dire. Hein. Vous êtes sur des toits avec des snipers, vous avez une vision. Vous avez un hélicoptère. Je ne vous cache pas que vu la taille des rues et dans Saint-Denis, le village, l'hélicoptère a une vision très très périphérique pour éviter les fuites, mais en aucun cas peut apporter quoi que ce soit aux opérateurs qui sont... Alors qu'on dispose maintenant de micro-drones qui permettent de passer par les fenêtres, d'avoir une autre vue, notamment à hauteur de fenêtres aussi, en direct, ce qui peut renseigner donc tactiquement les équipes qui sont chargées d'un assaut. Alors systématiquement maintenant, je ne connais pas de force d'intervention qui n'utilise pas de vecteurs aériens de ce type-là. Oui, et la France est là aussi en avance par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays? Alors ça, c'est utilisé depuis très longtemps dans les forces d'intervention, Oui. en tout cas de la gendarmerie pour ce que j'en sais, hein, parce que c'est quand même mon domaine. Oui, non seulement on s'en sert en métropole, mais on s'en sert aussi outre-mer et à l'étranger pour assurer la protection de certains de nos ressortissants, puisque c'est un outil qui, à bas coût, permet d'avoir une vue tactique importante. Alors Anne-Marie Haute, quelles sont les caractéristiques des drones appliqués à la surveillance, à la sécurité, par rapport à d'autres drones professionnels comme l'agriculture ou les carrières, les terrassements, etc. Alors, ce sont des machines auxquelles on va demander d'avoir déjà ce qu'on appelle une interface homme-machine la plus simple et la plus ergonomique possible, de façon à ce que tout le monde quasiment puisse le piloter facilement, on va dire. Ensuite, ce sont des machines à qui on va demander d'avoir des capacités de transmission très différentes en fait, des drones traditionnels qu'on a l'habitude d'utiliser, puisque là, typiquement, monsieur parlait de rentrer dans un bâtiment. Dès que vous rentrez dans un bâtiment, vous avez intérêt à avoir des capacités de transmission beaucoup plus puissantes, puisque vous avez des murs qui vont créer des obstructions. On va demander aux drones, éventuellement surtout ceux qui doivent intervenir en intérieur, d'avoir des protections, parce qu'il est hors de question d'aller blesser des civils innocents qui pourraient se trouver sur place. Donc on va avoir toute une stratégie qu'on appelle de safety by design, qui est très importante en fait, où on va essayer de réfléchir à la sécurité des gens en designant la machine d'une façon différente. Après, on va aussi parler de l'autonomie, sur laquelle qui est un point crucial, donc comme on le disait tout à l'heure sur les machines. Alors effectivement, sur les micro-drones, comme on a peu de capacité d'emport, forcément on est limité puisqu'on peut emporter peu de batteries. Donc les batteries ont de grosses améliorations à faire. C'est un sujet de R&D qui est très très important pour tout le monde. Et de même, on voit des nouveaux systèmes d'énergie qui apparaissent, les piles à hydrogène ou des choses comme ça, qui commencent à émerger pour permettre aux machines d'avoir des autonomies bien supérieures de l'ordre d'une heure au lieu de quelques dizaines de minutes actuellement. Pour conclure, Stéphane Morelli, comment on peut imaginer le marché, la profession d'ici 5-10 ans, par exemple au niveau des technologies? Comment vont évoluer les drones? Ça va être des drones encore plus miniaturisés, par exemple? On parle de drones qui vont changer de forme ou qui vont s'adapter au terrain sur lequel ils sont. Des drones qui vont aussi évoluer de façon coordonnée en flotte, qui vont discuter avec des robots terrestres, par exemple. Comment vous voyez tout ça? Alors, pour un mot de conclusion, ça va être un mot d'ouverture. Les technologies, effectivement, permettront de diminuer très sensiblement la taille des drones. Restera néanmoins le fait que dans certaines situations d'utilisation extérieure, il faudra
toujours un certain niveau de masse et d'énergie pour faire abstraction des problèmes météo. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de drones qui vont opérer effectivement à l'intérieur avec les applications de la sécurité. Oui, par exemple, à l'intérieur de tunnels. À l'intérieur de tunnels, avec une intelligence embarquée leur permettant de se diriger sans difficulté et avec une véritable autonomie. Et on va voir arriver pour des applications plus vastes de surveillance générale, des drones qui vont peut-être faire quelques dizaines de kilos, qui auront toute l'intelligence nécessaire, une autonomie très significative de quelques dizaines d'heures et qui permettront là de donner un modèle économique pour des opérations de surveillance de longue durée performant, ce qui aujourd'hui n'est pas encore totalement le cas. Et c'est bien pour ça qu'au-delà des aspects réglementaires, on n'a pas encore finalement défloré le sujet de la pleine rentabilité des drones. Ben, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous. Un sujet passionnant qu'il faudra encore étudier. Merci.